On va posez-vous, on est parti pour une bonne heure comme d'habitude pour le live manga numéro 76. Live manga numéro 76 avec première partie comme vous savez les nouveautés de juillet et seconde partie mes lectures récentes. Vous êtes habitués, vous connaissez le format. Première partie, mes envies du mois de juillet. Alors, je me suis fait avoir majoritairement par la communication des éditeurs. Non, en vrai, je vais être franc, il y avait peu de sorties. Voilà, il y avait peu de sorties au mois de juillet, hors Japan Expo. Parce que, comme je disais, on rentre un petit peu dans le ventre mou de l'année en termes de séries. Et c'est vrai que les autres séries qui étaient un peu à côté, moi, elles m'intéressaient pas des masses. Il y avait des suites, bien sûr, mais les suites, comme d'habitude, j'essaye de pas trop de les prendre que si vraiment j'ai pas le choix. Mais n'empêche que les 4 séries que j'ai sélectionnées m'intéressaient de base. Voilà, enfin, surtout 3. Une m'a été donc Ruri Dragon aux éditions Glénat. Le dernier écho de notre existence aux éditions Delcourt Tonkam. Il y a Dragon et Caméléon aux éditions Mana Books. Et Earth Expansion aux éditions Akata. Là-dedans, de base, la seule série qui m'intéressait moins, c'était Dragon et Caméléon, mais qui m'a été recommandée par plusieurs d'entre vous sur le Discord. Donc je me suis laissé tenter, voilà. Est-ce que, comme d'habitude, dans ces séries, dans les 4 que j'ai sélectionnés, il y en avait que vous aviez des attentes? Est-ce que vous connaissez pas? Est-ce que vous en avez lu? Voilà, tout simplement. Je suis toujours hyper curieux d'avoir vos retours. Je sais que Tom avait lu Dragon et Caméléon et avait fait une review plutôt positive sur le Discord, ce qui m'a donné envie de le lire, voilà, je vais être franc. Ce qui m'a donné envie de me le procurer. T'en connais aucune? Ah bah impeccable, on est bien fléau là-dessus. Non mais en vrai, moi c'est tant mieux. Hein. Riri Dragon a été très... il y a eu une forte communication de la part de Glénat, voilà. Dragon et Caméléon, il y a eu quand même une belle communication de la part de Mana. Le dernier écho de notre existence, Delcourt a un petit peu communiqué dessus, mais pas non plus incroyable. Earth Expansion, j'ai rien vu sur les réseaux. Après, j'ai peut-être raté, tu vois. J'ai lu le dernier écho de notre existence et Earth Expansion me donne envie. Ok. Ruri Dragon et Dragon et Caméléon, j'ai vu des TikTok. Ouais, ça me surprend pas. Ça va faire partie de ces titres... Ruri Dragon et Dragon Caméléon peuvent faire partie de ces titres un petit peu viraux. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur plusieurs thématiques. Mais on va en parler d'ici là. Mais ça me choque pas. Ça me choque pas que ces deux-là, tu aies vu des communications dessus, des posts dessus, etc. Commençons. Je vais commencer avec le premier tome de la soirée, avec Ruri Dragon, aux éditions Glénat. Déjà pas mal de choses à dire, comme d'habitude, sur l'édition en elle-même, parce que Glénat a un petit peu mis les bouchées doubles sur la série. Voilà. Glénat en a profité pour en sortir un collector, qui est au prix identique que le tome de base. Alors, moi j'ai acheté le tome de base, pourquoi? Parce que je n'avais pas l'utilité d'un carnet et d'un stylo. Je vais être franc, voilà. Je vais pas acheter entre guillemets bêtement un collector pour quelque chose que je considère que je n'ai pas l'intérêt. Voilà. Mais j'apprécie fortement le fait qu'on est à 7,20€ pour le tome comme pour le collector. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est pas un collector où tu vas payer très cher. Et le carnet, j'avais pu regarder, il y a des petits post-it et tout, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Pour ceux qui apprécient ce genre de choses. C'est vrai que moi, bon, un carnet, voilà quoi. Je vais pas en faire grand-chose. Donc j'ai préféré faire ça. En ce moment, c'est des trucs comme Après la pluie, La voix du tablier, Comme il cherche ses mots, il faudrait que je me paye d'autres tomes. C'est 3 bonnes séries, ouais. C'est vraiment 3 bonnes séries. Moi, j'ai mon coup de cœur pour Après la pluie, vous savez déjà. Mais La voix du tablier et Comme il cherche ses mots, je comprends pourquoi tu apprécies les séries totalement, ouais. Bref, pour revenir à Ruri Dragon, concrètement, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ruri. Allez, voilà, vous vous en doutiez un petit peu. Cette jeune... Et encore, quoique. Cette jeune fille, un matin, c'est une lycéenne comme tous les autres, enfin voilà, comme elle va à l'école, et un matin, elle se réveille, des cornes sur la tête. Elle est en mode pardon? Qu'est-ce qui se passe? Et sa mère, elle est en mode ah, c'est embêtant, bon, je me doutais que ça allait arriver un jour, mais je m'attendais pas maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de signe avant-coureur ou quoi que ce soit. Elle dit bah pourquoi j'ai des cornes? En fait, ton père, c'est un dragon. Elle lui lâcha froidement, calmement, et elle lui dit bonne journée ma chérie. Et je suis en mode, hein? Et bah sa fille reste sur le choc, mais elle est en mode bon bah j'espère qu'on va pas m'emmerder à l'école avec ça. Pour l'instant, il n'y a pas de prise de conscience.
Je trouvais ça un peu brut de décoffrage, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de prise de conscience de Ruri. Et à l'école, bah, elle est en mode j'espère que ça va pas se voir et tout, et si, bien sûr que ça va se voir, on va lui poser plein de questions. Et c'est quelque chose qu'elle va pas du tout accepter. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle a des cornes, et deuxièmement, bah, les dragons, ils ont d'autres propriétés. Peut-être une propriété qui s'appelle cracher du feu. Et il se pourrait que lors d'un éternuement, Ruri va lâcher sa meilleure gerbe de flamme devant son camarade en face qui aura un petit peu de cheveux en moins. Voilà, faut dire ce qui est. Et suite à ça, elle le prend très très mal, entre deux discussions bien sûr avec sa mère, qui lui explique que oui, son père est un dragon, qu'elle a été le voir entre deux, et du coup qu'elle lui a passé un savon en mode « T'aurais pu me dire que ma fille allait avoir des problèmes », enfin entre guillemets, elle savait mais elle pensait pas à ce point-là. Et en discutant un petit peu avec lui, voilà, ils ont échangé, et il lui dira « Bah faut patienter, elle va s'adapter, etc. » Le truc c'est que bah, elle a craché du feu, son corps, c'est un corps d'humain, son corps va devoir muter pour pouvoir accepter les phénomènes, on va dire, comme cracher du feu, donc sa gorge, au début, bah, elle prend giga cher, et propriété draconique forcément, régénération accrue, donc du coup, elle se guérit, voilà, plutôt vite, en moins de quelques jours, alors que pourtant c'était des brûlures avec vraiment très énervées. Donc c'est pour ça que rapidement, elle va suite à cet incident, voilà, elle va pas vouloir sortir de chez elle pendant quelques jours, parce que elle se dit, putain, j'ai failli pas tuer un de mes camarades, mais c'est quand même chaud, tu vois. Pendant ce temps-là, à l'école, sa meilleure amie se fait littéralement incendier de questions en mode mais t'aurais pu nous dire, tu sais c'est quoi, ils sont en train de faire des théories fumeuses à l'école, etc. Et il y a de grandes discussions qui commencent à se mettre en place avec sa mère, et j'ai trouvé très très intéressant. Le personnage de Ruri en lui-même est intéressant parce que l'intrigue tourne autour d'elle, mais le personnage de la mère, je l'ai trouvé absolument génial personnellement. Où on a vraiment une mère qui est très posée, qui va prendre son temps d'expliquer la situation, d'expliquer comment ça se passait. C'est pas en mode débrouille-toi, non, elle va vraiment l'aider, l'épauler dans ses problématiques du quotidien. Et ainsi que sa meilleure amie qui va venir, elle, plutôt en soutien moral, mais sa mère va vraiment lui expliquer comment faire, etc. Parce que son père lui indiquait un peu lui donnait un peu les indications. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, voilà. C'est pas juste en mode t'as des pouvoirs, débrouille-toi. Non, pas du tout. Et ça, c'était vraiment cool. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bien sûr, on va voir tous les petits problèmes du quotidien qui vont commencer à arriver. Problème de cornes, il y a tout le monde, ça va être un petit peu le j'ai envie de dire le cirque de l'école, tu vois, où tout le monde va vouloir aller voir les cornes, etc., lui demander quels sont ses pouvoirs, etc. Elle va vite rapidement dire je suis la fille d'un dragon, tout le monde va dire ça existe pas les dragons, et là, bah, elle dit bah, j'ai craché du feu au bout d'un moment, gros, voilà, enfin ce genre de choses. Et bien sûr, et bah il y a pas que le côté fantastique qui est présent, il y a le côté scolaire, donc l'école n'est pas plus choquée que ça, parce que la mère, dès le début, quand la fille a intégré l'école, avait prévenu l'école que ça pouvait arriver ce genre de choses, donc tous les profs étaient déjà au courant, mais un peu en mode on dit rien à l'élève, et le jour où ça arrive, bah ça choque pas vraiment les profs, entre guillemets, ils étaient prêts, quoi, ils étaient prêts. Donc moi j'ai trouvé vraiment le fait que la mère anticipe vraiment beaucoup de choses, prépare le terrain sur beaucoup de choses en amont, et pour que sa fille ait le moins d'impact possible dans son entourage, j'ai trouvé ça vraiment intelligent et touchant, tu vois. Parce que sa fille se rend compte après coup de tout ce que sa mère a mis en place pour elle, et une mère qui, voilà, qui habite... Enfin, le dragon, il est pas avec eux, hein, il habite dans les montagnes, donc c'est la mère célibataire, et la mère qui travaille également, elle a pris le temps de faire tout ça en plus. Donc vraiment, il y a un... C'est un beau tranche de vie familiale pour un premier tome, j'ai beaucoup aimé personnellement. Si vous deviez le comparer un petit peu, j'aime pas forcément, mais là, c'est vraiment, j'ai eu une vibe à la Freaky Girls aux éditions Pika, qui pour moi est un gros compliment. Voilà, je le dis tout de suite. Et tu sens qu'il va avoir les évolutions de pouvoir, et à mon avis, théorie. C'est du théorie craft. Il y aura d'autres élèves qui vont sûrement avoir d'autres pouvoirs dans l'école. Je le sens bien comme ça. Voilà, il y a des élèves qui sont absents dès le début. Ça laisse des traces. Voilà, ça laisse des traces, ça laisse des indices. Donc à mon avis, il y aura des choses comme ça par la suite. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc très belle surprise pour moi pour Ruri Dragon. Ruri Dragon, je ne sais pas comment on le prononce, je le prononcerai à l'anglaise du coup. Mais très agréablement surpris, voilà, par ce titre.
Et ce qui va me faire passer au prochain titre, qui est aux éditions Delcourt Tonkam. Je vais vous parler du dernier écho de notre existence. Fait rare, entre guillemets, c'est une série terminée, vu qu'elle est terminée en 2 tomes. J'ai lu les 2 tomes directement, et les 2 tomes étaient sortis en simultané. Donc, je vous fais la chronique pour les 2 tomes, entre guillemets. C'est pas un problème en soi d'avoir lu un seul ou 2 tomes là-dessus, vu que on est sur un tranche de vie, et on est sur des histoires courtes, surtout. Je vous mets en contexte. Mais avant, vite fait que je vous parle quand même du scénariste et du dessinateur. Donc le dessinateur, malheureusement, pas d'infos sur Ota Yuki. J'aurais aimé trouver des infos, mais j'en ai pas trouvé. Par contre, le scénariste, j'ai trouvé des choses. Le scénariste, il a fait plusieurs séries. Voilà, ça fait, depuis 2010, je crois qu'il est actif, même un peu avant. Il a fait une série qui était disponible aux éditions Kiyun, qui s'appelait Front Mission Dog Life and Dog Style, qui était de la SF. Et il a également fait le scénario d'une série sur Netflix, voilà, qui s'appelle Make My Day, voilà, que je ne connais pas. Voilà, série d'animation qui est terminée en 8 épisodes de mémoire, 8 x 24. Donc Otagaki Yasuo, nous parlons. Concernant le dernier écho de notre existence, on est clairement dans les prémices d'un événement assez spectaculaire, même assez destructeur, enfin, totalement destructeur même. Les médias commencent à annoncer dans le monde entier que d'ici 10 mois, il y aura une extinction de l'espèce humaine. On le sait, parce que dans 10 mois, on a estimé qu'un météorite quasiment de la taille de la Terre va s'écraser sur la Terre, et que du coup ça fera une extinction massive de l'entièreté de la population humaine. Donc forcément, on arrive dans une bonne ambiance, vous vous doutez bien. Et on va avoir vraiment un chaos ambiant qui va commencer à se mettre en place. Parce que le fait qu'ils aient communiqué sur ça dès le début, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont commencer à délaisser leur travail, etc. Concrètement, la société humaine ne fonctionne plus très bien. Il commence à avoir des problèmes de ravitaillement, problèmes de nourriture, problèmes de ressources en général. Les hôpitaux fonctionnent plus parce que la majorité du personnel soignant s'est barré. Enfin, les aéroports on galère aussi. Enfin, vraiment, tout le monde souhaite rentrer chez soi et juste profiter de son entourage, mais malheureusement, tu peux pas forcément faire ça dans une société parce que y a des rouages à la société, et quand tu rentres dans une situation aussi apocalyptique que celle-ci, forcément les rouages commencent à s'égrener. Voilà. Le gouvernement japonais, bien pensant comme il est, a décidé de créer un espèce de message pour l'avenir. Concrètement, ils ont mis en place une société qui s'appelle Jinga Rocket. Jinga Rocket, ça va être littéralement une fusée. Voilà. Une fusée où chaque personne habitant du Japon va pouvoir laisser une carte postale avec une photo, avec un message, avec un dessin, enfin ce que vous voulez. Voilà, une carte postale. Et l'envoyer à Jinga Rocket, et toutes ces cartes postales vont se retrouver dans une fusée, et cette fusée sera envoyée dans l'espace en mode un petit peu... C'est même pas une bouteille à la mer, parce que la Terre aura déjà disparu, mais c'est juste s'il y a une autre civilisation qui trouve, ça prouvera que la Terre a existé. Voilà, c'est juste dans cette optique-là. Donc c'est extrêmement défaitiste, mais en même temps, pas le choix. Et dans cet ensemble de chaos, de bordel, faut dire ce qu'il y a, on va suivre différentes histoires, différentes personnes qui vont évoluer. On va suivre une infirmière, on va suivre une autre personne qui essaie de rentrer chez lui à Okinawa, on va suivre un chauffeur de bus, on va suivre des choses comme ça. Voilà. Et ouais, l'idée est bien, hein. Franchement, l'idée Stream, elle est vraiment bien là-dessus. J'aime beaucoup l'idée là-dessus. Et c'est ça qui m'a attiré aussi dans la lecture du titre. On va suivre aussi un livreur de courrier, voilà, qui va devoir récupérer les cartes postales. On va suivre toutes ces personnes-là. Et à chaque fois, les discussions vont quand même soit beaucoup tourner autour de le dernier souhait, le dernier objectif avant la fin du monde. Concrètement, il y a des personnes, ils vont juste en mettre en mode « Je veux rentrer chez moi, souhait très égoïste, je veux voir ma famille, je veux mourir avec les gens que j'aime, voilà. »
Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont plutôt avoir un point de vue en mode, bah en fait, moi je suis cuistot, bah la société, enfin les gens, ils ont faim, donc je serai là pour les nourrir jusqu'au bout, tu vois. Il y a des gens qui vont être totalement altruistes et d'autres qui vont être totalement égoïstes. Et ça, c'est très intéressant là-dessus. Comme d'habitude, c'est un petit peu les points de vue humains qui vont être mis en avant. Euh, Dans l'ensemble, les histoires vont être intéressantes, quoique inégales. Je vais être franc. J'ai trouvé qu'il y a des histoires vraiment qui étaient très basses, des histoires qui étaient vraiment très intéressantes. Le fait que t'as littéralement l'État qui, on a l'impression, est en train de faire une propagande pour la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est-à-dire d'envoyer des cartes postales, et ça va être rabâché énormément dans l'histoire. Ça, j'ai trouvé ça très lourdingue, personnellement. Autant dans l'histoire où tu suis le facteur et qui doit délivrer ce courrier, et que c'est sa mission, et qu'il est en mode bah, à quoi ça sert, de toute façon on va tous crever, et qu'on lui dit ça serait bien de le faire quand même, pense aux habitants et tout, et il est en mode pas chaud, tu vois. Ça je comprends, là c'est intéressant de mettre le courrier au centre de l'histoire. Autant dans les autres histoires, c'était un peu forcé, voilà, ça c'était mon ressenti. Je trouvais ça moins intéressant. Quand ça reste secondaire, c'est très bien, voire tertiaire. Quand c'est au centre de l'histoire en premier, c'est intéressant. Mais il y a des moments où c'était mal dosé, voilà. Ça, c'est c'est vrai qu'il y a des histoires à cause de ça qui m'ont fait passer à côté. Et dans l'ensemble, les personnages, sont sympathiques, mais assez oubliables. Voilà, il n'y a pas de personnages forts, il n'y a pas de choses comme ça. Dans l'ensemble, moi j'ai trouvé. Donc, c'est intéressant, mais c'est irrégulier. C'est à vous de vous forger un avis là-dessus. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais c'est pas la série qui va m'avoir le plus marqué en tout cas. Voilà. Et c'est peut-être, je pense, la série que j'ai peut-être le moins appréciée dans mes 4 lectures, mes 4 nouveautés. Pour ça que j'y vais un petit peu plus en tranquillement. Mais je pense, que c'est la série que j'ai le moins appréciée dans le lot. Par contre, ça fait le deuxième tome était un sacré pavé, hein, si jamais il y avait pas mal de pages. Mais non, non, c'est. Il fallait pas que ça dure plus longtemps. Ça se serait éternisé. Et je vous laisse. Je vous fais pas part, bien évidemment, parce qu'il y a une fin. Voilà, il y a une fin dans la série. Qui est ce qu'elle est. Voilà. Mais il y a une fin. Voilà, c'est pas juste des histoires qui sont lâchées. Il y a quand même un micro fil rouge. Voilà. Il y a quand même un début qui explique la situation et une fin. Voilà. Et avec toutes les histoires qui sont un petit peu au milieu, qui transbahutent. Donc voici pour le dernier écho de notre existence aux éditions Delcourt Tonkam, série terminée en 2 tomes. Voilà. Que le concept est quand même intéressant. Prochain titre. Changement radical d'ambiance. Hein, vraiment, là, on est pas vraiment sur un autre bail. Hein, rien à voir. Je vais vous parler de Dragon et Caméléon, qui est aux éditions Mana, qui est une recommandation de Tom, du coup, qui était sur le serveur. Hein. Et c'est vrai que moi, le titre m'avait pas forcément attiré au début, mais quand j'ai vu la reco, je suis tiens, pourquoi pas, je vais me laisser tenter. Ça parle de manga. Bon, je vais forcément m'y retrouver un minimum. Je trouvais ça intéressant dans l'ensemble, le titre. Vraiment bien foutu, mais avant de parler du titre, comme d'habitude, on va s'attarder un petit peu sur l'auteur. Ishiyama Ryu. Euh, c'est un auteur qui a travaillé avec du beau monde. Il faut dire ce qui est, moi je trouve. Quand dans ta vie, t'as coché que t'as travaillé avec Boichi sur One Piece, l'épisode A, parce que du coup, il a fait tous les storyboards du spin-off de One Piece qui parle de Ace, qui a été dessiné par Boichi. Et en plus, il a été l'assistant de Oda, voilà, sur One Piece. Donc c'est quand même un beau parcours. Donc, et tu comprends pourquoi il y a des planches qui sont chiadées dans le titre, hein, vraiment, il y a des planches qui sont vraiment magnifiques dans Dragon et Caméléon. Et l'histoire, elle est très catchy, voilà, elle est très prenante, voilà. Donc tu comprends pourquoi il y a ce genre de choses. Tu comprends qu'il a de l'expérience et qu'il a de l'énergie à revendre. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Dragon et Caméléon, ça parle de quoi? On va suivre majoritairement 2 personnages. On a le dragon, donc qui est le surnom d'un mangaka de génie. Le mec est une légende. Ça fait des années qu'il est... je crois que c'est plus de 20 ans qu'il est à la tête d'une série qui s'appelle Dragonland et qui a un succès incontesté et que complètement indétrônable voilà, dans
Je crois qu'il travaille pour une sorte de Jump, voilà, littéralement. C'est indétrônable. Le mec est hyper connu, enfin vraiment tout le monde l'adore, bref. Lui, c'est le dragon. Donc de son vrai nom, Gario Anagami. On l'appellera Gario ou on l'appellera le dragon, on verra. Et un jour, il y a un de ses assistants, donc il a 4-5 assistants. Un de ses assistants qui s'appelle Shinobu. Shinobu, c'est un mec qui est extrêmement doué pour copier le style des mangaka avec lesquels il va travailler. Le mec arrive à vraiment à s'imprégner des planches et à copier-coller l'entièreté des planches et vraiment à changer son style, adapter son style selon le mangaka avec qui il travaille en tant qu'assistant. D'où son surnom du caméléon. Sauf que c'est une personne qui a une mentalité vraiment mauvaise, vraiment très particulière. Il s'est fait faire caler par pas mal de mangaka. En mode, le mec est trop chelou, je veux pas travailler avec lui. Trop bizarre, enfin bref. Et un jour, et c'est là où, concrètement, moi, j'étais en mode, ok, ça tourne autour de ça, pourquoi pas. Un jour, évidemment, l'assistant commence à partir du mangaka suite à une espèce de petite dispute. Il tombe dans l'escalier et le dragon, donc comment il s'appelle, Gario essaie de le rattraper et tous les deux, patatras, tombent dans l'escalier et évidemment ils se réveillent à l'hôpital, ils ont échangé de corps. Donc forcément, vous avez l'aspirant assistant mangaka qui va littéralement être en extase. Il a récupéré la place du dragon. Pour lui, c'est inespéré. Et genre, il est en mode ah bah c'est trop bien. Enfin, du coup, je vais pouvoir faire ce que je veux. Puis de toute façon, je savais déjà que j'étais un génie, donc c'est bon, je garde ce truc, tu vois. Et il y a Gario, le dragon, qui lui récupère le corps de l'assistant et il est en mode et bah tu sais quoi? Le principal, c'est que Dragonlance soit toujours une bonne série. Et puis, limite, je vais t'aider. Il est en mode non, tu m'aideras pas. Enfin, l'assistant l'envoie chier. Et concrètement, ça va commencer à partir en guerre d'ego et en mode bah ok, tu veux continuer à faire Dragonland? Bah ça marche. Bah moi, je vais faire une série qui va surpasser Dragonland. Et c'est là d'où parle la série. On va voir Gario dans le corps de l'assistant du coup du caméléon qui va devoir se repartir de zéro pour entre guillemets battre son rival maintenant. Mais on ne parle pas forcément de récupérer le corps de l'un de l'autre. Voilà, si jamais, c'est pas du tout l'optique principale du titre. Ça m'a assez surpris. J'étais en mode, bah en fait, il va vouloir récupérer son corps. Non, non, le principal pour lui, c'est que la série continue. Voilà, mais que la série Dragonlance continue à une bonne qualité, une très bonne qualité. Et à tel point que bah il y a carrément le mangaka de génie, donc le dragon, qui va carrément lui laisser des notes, lui laisser une to-do list entre guillemets, pour qu'il puisse vraiment continuer à faire une série de qualité parce que c'est sa série qui prime avant tout. Même si lui à côté va vouloir créer une nouvelle série pour le dépasser, tu vois. Donc il y a une guéguerre qui se met en place et comme je l'ai dit graphiquement, c'est vraiment beau. Voilà, il y a rien à redire là-dessus. Ça claque. C'est vraiment, il y a des moments, ça claque de ouf. Ça match très très bien. Moi, c'est le genre de série où je vais avoir plus de mal à accrocher. Pourquoi? Parce que les séries où on a un changement de corps, je trouve que c'est quelque chose que c'était bien il y a 10 ans en arrière, quoi. Maintenant, j'ai un peu plus de mal avec ce genre de principe. Mais pourquoi pas, voilà, c'est un raccourci entre guillemets facile, ça permet d'avoir une histoire qui est plutôt accrocheuse. Ça reste classique pour du shonen, why not? Voilà, why not? Mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu plus de mal. Par contre, après, c'est vrai que graphiquement, scénaristiquement, le fait de créer deux histoires en parallèle, les personnages, comment ils se développent, etc., c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu soufflé quand j'ai vu que c'était encore un changement de corps. Voilà. C'est que mon point de vue sur ça. C'est moi qui suis moins à l'aise sur ce genre de série, mais ceux qui apprécient ce genre de série, vous allez kiffer votre vie. Voilà. C'est juste ça. Et ça n'en reste que j'ai passé un très bon moment et ça se lit extrêmement bien. J'ai été surpris de voir à quelle vitesse j'ai pu lire le titre. Je l'ai dévoré. Donc c'est un petit peu on appelle ça des page turners. Hein. C'est vraiment, tu enchaînes ta lecture et c'est assez ouf. C'est assez ouf de voir à quelle vitesse j'ai réussi à l'enchaîner.
Donc voici pour Dragon et Caméléon de Ishima Ryu aux éditions Mana. Et d'ailleurs très surpris de voir ça chez Mana. J'étais agréablement surpris de voir ça chez Mana. Passons à la dernière série que je vais vous présenter, qui s'appelle Earth Expansion, pardon, aux éditions Akata. Donc Earth Expansion, on va voir un dessinateur et un scénariste. On va voir au dessin Yamamoto Hajime, que j'ai aucune info sur lui. Et on va avoir un scénariste pardon, qui s'appelle Yosha. Yosha, concrètement, j'ai eu très peu d'infos également sur lui. En tout cas, ce sont majoritairement ce sont des auteurs qui n'étaient jamais arrivés jusqu'à chez nous. Donc c'est pour ça que je m'attarderai pas dessus malheureusement. Mais voilà. Concernant le titre en lui-même, déjà hyper surpris de le voir chez Akata. Parce que c'est pas le genre de titre que j'aurais vu chez Akata au premier abord, c'est vraiment le genre de série que j'aurais vu chez, à la rigueur, chez un Delcourt, chez un... peut-être un Pika ou un Glénat, quoi. Mais vraiment, pas chez Akata. En tout cas, sur le premier tome, voilà. On verra par la suite comme d'habitude. Mais, même un Kiyun d'ailleurs, un Kiyun ça aurait pu marcher aussi de ouf. Mais c'est vrai que j'étais agréablement surpris de voir tout ça. La série sera terminée en 4 tomes au Japon, parce qu'elle est déjà terminée. Pour moi, c'est un bon signe, parce que l'intrigue, tu sens... Je vais pas dire qu'elle va s'essouffler, mais en tout cas, tu sens que y a des choses à parler, mais ça sera bien sur un court terme. Et Akata, en général, maîtrise bien leur série. Il n'y a pas d'interruption, il y a pas de... Ce sont pas des séries qui ont été récupérées un petit peu en pièces rapportées. C'est rare. Enfin, je me rappelle pas qu'il y ait déjà eu ce cas-là chez Akata. Donc pour moi, c'est que la série est maîtrisée et que Akata l'a vu. Voilà. Et en plus, en éditeur, c'était chez Square, donc c'est plutôt Square Enix, c'est plutôt en général sympa ce qu'il faut. Concernant du coup le titre en lui-même, nous sommes dans un post-apo. Je vais dire encore. En même temps, avec un titre comme Earth Expansion, peut-être pas forcément. En vrai, pas forcément. Concrètement, dans un post-apo. Il y a une mécanique, enfin, l'expansion terrestre. Apparemment, ça existe enfin, en tout cas, le titre m'a fait croire que ça existait. Je sais pas si ça existe vraiment. Où c'est une sorte de phénomène où la Terre s'agrandit et entre guillemets la Terre s'agrandit, voilà, entre guillemets. Un peu comme le principe des croûtes terrestres qui passent l'une en dessous de l'autre et qui permettent d'agrandir ou de bouger un petit peu les reliefs. Là, apparemment, ça agrandirait carrément la surface de la Terre. Bon. La Terre s'est mise à gonfler dans cet univers il y a plus de 50 ans. Et depuis, il y a pas mal de nouveaux continents qui ont émergé, qui littéralement sont les anciens continents qui ont été totalement disloqués. Comme le Japon, maintenant, bah, il y a plus de, allez, je dirais 1000 km entre, par exemple, entre Tokyo et Osaka. Voilà, par exemple. Kanagawa aussi, enfin bref. Toutes les grandes cités sont complètement dispatchées. Et dans ce monde-là, du coup, il y a des choses qui vont commencer à émerger. Donc, la Terre, en échange, entre guillemets, a donné un truc qui s'appelle des cristaux. Et les cristaux permettent de récupérer quelques pouvoirs si tu arrives à les assimiler. Voilà. C'est plutôt basique en termes de scénario, vous allez me dire. Mais ce que j'aime bien par la suite, c'est que la société, elle a commencé à évoluer et surtout à s'adapter parce que la faune a beaucoup changé. Le fait que la Terre s'agrandisse, entre guillemets, a fait en sorte qu'une nouvelle faune, une nouvelle flore a complètement émergé. Les pays n'ont pas tenu, hein, concrètement. Toutes les relations diplomatiques n'existent plus, il n'y a plus de communication entre les différentes villes. Ça marche beaucoup en zone isolée. Et on va suivre, en tout cas, dans la préfecture de Tokyo, on va suivre des pionniers. Voilà. Ce sont des espèces d'éclaireurs. On va avoir des pionniers de première classe, des pionniers de seconde classe. Ils travaillent un petit peu pour des guildes où ils vont faire des missions. Et là, on va suivre majoritairement un pionnier de seconde classe qui, lui, est plutôt là pour faire de la cartographie, des relevés d'analyse sur le terrain, des choses comme ça, pour pouvoir comprendre l'environnement, vu que l'environnement évolue extrêmement vite. Et le rêve de tous les pionniers, bien sûr, c'est de devenir des pionniers de première classe, qui ont des pouvoirs vraiment assez cheatés, voilà, faut dire ce qui est, grâce aux cristaux qu'ils ont pu assimiler, patati patata. Ce jeune pionnier de seconde classe qu'on va suivre s'appelle Kuroki. Et Kuroki, c'est un mec qui, concrètement, son seul kiff, c'est vraiment de cartographier. Il est très
terre à terre. Voilà, il est très dans sa mission. Il comprend. Il a un peu abandonné, il est un peu dans la désillusion, en mode, bah, de toute façon, je deviendrai jamais pionnier de première classe, c'est pas pour moi. J'ai beau avoir récolté des cristaux, aucun cristaux ne me donne ses pouvoirs, donc c'est pas la peine. Dans un moment où il va devoir faire une collaboration avec un pionnier de première classe dans une situation assez critique, bien évidemment, voilà, on s'en doutait un petit peu, plot twist, c'est pas un spoil en vrai, plot twist, il va pouvoir récupérer un nouveau cristal d'un nouveau genre qui va lui permettre de récupérer de forts pouvoirs qui vont lui permettre de se transformer en un énorme dragon et qui vont lui permettre de gagner des super pouvoirs. Voilà. Mais bien sûr, il va pas être broken, hein, je vous le dis tout de suite. Il va avoir de gros malus en contrepartie, mais dans l'ensemble, voilà, il peut assimiler une grande puissance. Et il devient l'un des pionniers, entre guillemets, l'un des plus puissants. Sauf que, évidemment, ça va pas se passer pas comme il le voulait. Ça va pas être la gloire du tout pour lui, hein. Concrètement, dès le début, les pionniers de Tokyo vont se retrouver téléportés dans une nouvelle zone, et là, ça va partir un petit peu en vrille. C'est assez dur à pitcher, je vous le dis tout de suite, je suis désolé si c'est assez brouillon. Il se passe beaucoup de choses dans le premier tome. Donc concrètement, il va se retrouver, une sorte d'escouade qui va se retrouver formée entre lui, donc le pionnier de seconde classe, une pionnière de première classe, et son familier, enfin son compagnon, une espèce de petit chien qui lui sert d'inventaire, voilà, littéralement. Quand je vous dis que c'est un peu compliqué. Et tous les trois vont un petit peu devoir se débrouiller, car ils se sont retrouvés forcément téléportés dans une autre zone, et ils vont essayer de rentrer à Tokyo. Voilà. Leur but, ça sera donc de rentrer à Tokyo. On ne sait pas comment. Voilà, ils sont un petit peu... bon courage. J'aime beaucoup l'univers. Ça m'a vraiment donné des bonnes vibes. J'ai trouvé très intéressant... On sent que le mec, le scénariste, on sent que c'est un mec qui joue aux jeux vidéo. Je vous le dis tout de suite. Il y a des notions de RPG, il y a des notions... Je vais pas dire de leveling, non, il y en a clairement pas. Il n'y a pas des compétences, mais tu sens qu'il est très fortement influencé par des notions de jeux vidéo. Ça crève les yeux. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Et si vous aimez un petit peu les post-apo, où vraiment les personnages, ils subissent ce qui se passe, hein, vraiment, ils maîtrisent rien, je trouve que c'est très intéressant comme univers qui est mis en place, et moi, c'est une série que je vais aller jusqu'au bout. Voilà, à titre personnel. Pourquoi? Parce que chez Akata, il y avait une autre série à l'époque qu'ils avaient sorti sur le côté jeu vidéo, même si elle était un petit peu différente. C'était Goodnight World, qui était une série en 5 tomes, et j'ai trouvé vraiment excellente, et que j'ai conservé à titre personnel dans ma mangatech. Et là, moi j'ai des attentes un peu similaires sur Earth Expansion, où je me dis, bah si Akata va chercher le jeu vidéo, un peu le délire du post-apo jeu vidéo, c'est qu'il y a une raison derrière la série, et que j'ai envie de comprendre pourquoi Akata a été chercher cette série. C'est un éditeur que je fais pleinement confiance, donc voilà pourquoi j'irai jusqu'au bout sur la série. Et en plus, je m'engage que sur une série en 4 tomes, donc à titre personnel, je trouve que l'investissement n'est pas lourd. Donc voilà, c'est vraiment... je trust de ouf Akata, et je leur fais vraiment confiance, donc j'ai très très hâte de voir jusqu'où ça peut aller cette série. Je suis hyper curieux. Il y a beaucoup d'explications scientifiques, beaucoup d'explications en termes de lore, qui vous permettent vraiment de ne pas vous perdre. Moi, mon explication est brouillonne parce que la lecture s'est vraiment bien passée, bien déroulée, mais parce que l'histoire a été vraiment déroulée de telle manière à ce qu'on le comprenne tout, tu vois. Et moi, synthétiser cette histoire, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ça a l'air vraiment cool. Ouais, moi, j'ai bien kiffé déjà, hein. Et grosse surprise pour moi. Et si vont à titre personnel, aller ex aequo avec Ruri Dragon, je pense en termes de kiff. Je lui ai mis 9 sur 10 en Nautiljon, à Earth Expansion. Hein. Vraiment, Ruri Dragon, je crois que je l'avais mis 8, un cran en dessous, voilà. Moi j'ai vraiment aimé. Par contre, il y a quelqu'un qui a mis 1, alors je comprends même pas pourquoi il y a eu un 1 sur 10 qui est passé sur ça. Parce que, ok, il y a des défauts. Hein. Ah, c'est sûr qu'il y a des défauts, hein. Comme toute série. Mais ça vaut clairement pas 1 sur 10. La personne a fumé, quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais... Mais non, franchement, c'est... Ouais, je pense que c'est ma plus belle découverte en juillet, là.
Et voici qui va clôturer un petit peu mes envies du mois de juillet. Donc je vous ai parlé de 4 titres, donc de Ruri Dragon aux éditions Glénat, du dernier écho de notre existence aux éditions Delcourt Tonkam, de Dragon et Caméléon aux éditions Mana, et de Earth Expansion aux éditions Akata. Est-ce que, comme d'habitude, il y a une de ces séries qui vous intéresse Est-ce qu'il y en a une qui vous intrigue Est-ce que... Voilà. Je suis hyper curieux, comme d'habitude. 1 sur 10, rien que pour les dessins, ça vaut plus... Non, mais bien sûr, bien sûr. Je pense que ça doit être... C'est horrible, mais je pense que c'est un hater d'Akata ou... En plus, le dessinateur et le scénariste, on les connaît même pas. Donc je... Ou alors c'est un misclick, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Voilà, hein, on n'est pas... On n'est pas tous toués, hein. Ça peut arriver le misclick, hein. Mais bon, je trouve ça un peu dommage, quoi. Red Dragon et Earth Expansion, ok. Ok, déjà. Earth et Dernier Echo qui me tend bien. Bon, les deux post-apo pour... les deux SF, entre guillemets, pour stream. Hein. Mais franchement, dans l'ensemble, c'était que des bonnes lectures. Hein. Moi, évidemment, moi, comme j'ai dit, sur lequel je suis le plus mitigé, pardon, c'est le Dernier Écho de notre existence. Mais ça fait partie de ces séries, peut-être que je dois lui attribuer une seconde lecture. Voilà. Parce que le côté tranche de vie m'a un petit peu... avec les histoires en dents de scie, ça m'a un petit peu refroidi. Et c'est celui que j'avais le moins de fluidité aussi pour pouvoir le lire. Donc, mais après, les trois autres sont tellement fluides que c'est vrai que c'est pas comparé, quoi. Par contre, oui, Ruri Dragon, Dragon Caméléon et Earth Expansion, alors les trois, je les ai dévorés, quoi. Ah, vraiment, c'était assez violent, malgré Earth Expansion qui est un gros bébé, en plus. Beau pavé, hein. Je l'ai vraiment dévoré, quoi. Donc voilà pour mes envies du mois de juillet, la première partie de l'émission. Et on va passer à la seconde partie de l'émission, qui va porter, pardon, sur mes lectures récentes. Mes lectures récentes, deuxième partie de l'émission, je vais vous parler de 4 séries, comme d'habitude, que je ne vous ai pas chroniquées, en tout cas pas que je sache. Et 4 séries que je souhaite mettre en avant, qui sont bien évidemment toujours disponibles dans le commerce. J'ai été vérifié pour chacune d'entre elles, parce qu'il y en a certaines qui datent un petit peu. Je vais vous parler de l'Astéro Inuyashiki, je vais vous parler de Shizako Garden, qui est un one-shot aux éditions Vega. Je vais vous parler du Couvent des Damnés, aux éditions Glénat, et enfin je vous parlerai de Last Pretender aux éditions Kana. Est-ce que vous connaissez une de ces séries? Vraie question. Je pense que l'Astéro Inuyashiki est assez connu, voilà. Parce que l'auteur, c'est Hiroya Oku, donc c'est quand même l'auteur de Gantz, donc quand il était revenu à l'époque, ça avait fait un petit peu de bruit. Le Couvent des Damnés, j'en ai déjà parlé dans un blabla, mais je l'ai jamais chroniqué. Voilà, c'est ça la nuance. J'en ai déjà parlé dans un blabla, ouais. Mais je voulais vraiment la chroniquer proprement, on va dire, voilà. Mais enfin, je me souviens pas l'avoir... Enfin, j'ai regardé, j'ai recherché dans mon historique, je l'ai pas trouvé. Donc ça se trouve, j'ai peut-être déjà chroniqué. Mais c'était il y a longtemps, je pense. Moi, je m'en souviens pas. Après, ça se trouve, ça va être le live manga niveau 12. Ça a l'air vraiment cool. Le Couvent des Neiges fait partie de mes séries ever, hein, préférées ever. Hein, donc, Shizako Garden, du coup de cœur. L'Astéro, je viens de les acheter, mais pas encore lu. Et le Couvent connaît le nom. Ok. Last Pretender, ça me surprend pas que vous connaissez pas, si jamais. Hein. C'est passé un peu en soum soum à l'époque chez Kana. Ça me surprend pas plus que ça. C'est vrai que là, non, à part l'Astéro Inuyashiki, en vrai, les autres sont pas trop mainstream, je trouve. J'ai hâte de voir ce que tu vas en dire. Ouais. Ça, c'est... Ouais, il y a des séries qui restent gravées, vous le savez. Il y a des séries, quand vous les lisez, il y a des séries qui restent gravées. Et le Couvent des Damnés en fait vraiment partie pour moi. Et gravé, le terme est judicieusement choisi. Donc, je vais commencer par Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki d'un auteur qui s'appelle Hiroya Oku, qui est un auteur que vous connaissez limite assurément. Je vais pas m'attarder sur sa carrière, mais quand tu sais que c'est l'auteur de Gantz, bon, Gantz qui est un des piliers, voilà, de la SF.
Je m'attarde pas dessus parce que Gantz... un jour, je m'attarderai dessus, mais aujourd'hui, c'est pas l'occasion. Voilà. Il a fait d'autres séries par la suite. Bon, il y a tous les spin-offs de Gantz, pareil, on s'attarde pas forcément dessus. Mais il a fait d'autres séries comme Gigant, que personnellement, je vous recommande pas plus que ça, que j'ai trouvé assez... je vais pas dire mauvais, mais pas ouf, quoi, voilà. Et surtout, il a fait une série qui s'appelle L'Astéro Inuyashiki, et c'est cette série qui m'a fait découvrir l'auteur à titre personnel. Je savais que c'était l'auteur de Gantz, mais Gantz, j'avais pas encore lu à l'époque. Et j'ai commencé par l'Astéro Inuyashiki, et quand tu découvres pour la première fois du Hero Yaoku, et bah t'es obligé déjà de te prendre une putain de claque graphique, ça je vous le dis tout de suite. C'est un auteur qui a un souci du détail qui est ouf. Ouf, vraiment. Il y a les gens qui dessinent des mechas, moi, comme ça, qui me viennent à l'esprit, que je suis en mode, ces deux dessinateurs d'exception sont Boichi et sont Hiroyaoku. Voilà, en termes de mecha, SF, etc. Je trouve ces deux personnes qui sont absolument fabuleux en termes de planches là-dessus. Bref. Donc pour vous dire à quel point ça reste quand même... je l'ai en très haute estime, cet auteur. Malgré Gigant qui est... voilà. Bref. qui est à part, on va dire. Mais bref. L'Astéro Inuyashiki. C'est une histoire qui, sur le papier, est assez folle, moi je trouve, où on va suivre, au tout début de l'histoire, un père de famille qui s'entend pas bien avec... Enfin, le foyer familial est vraiment très froid. Il s'entend pas très bien avec sa femme. Sa fille, elle est en pleine crise d'ado, il s'entend pas bien. Au travail, il est complètement invisible. Concrètement, tout le monde s'en fout de lui. Voilà. C'est un peu la victime, entre guillemets, facile. Il commence à se faire vieux, il fait beaucoup plus vieux que son âge. Il a des problèmes de dos. Il commence à avoir les cheveux blancs alors qu'il a à peine 45 ans. Enfin bref, il fait vraiment beaucoup plus vieux que son âge et dans l'ensemble, son quotidien est assez morne. Son seul moment un petit peu de plaisir, c'est quand il va promener le chien le soir, et encore le chien, c'était censé être sa fille qui devait s'en occuper, c'était lui qui doit s'en occuper, bref. Vraiment, c'est pas un quotidien très sympa. Et il a 2 enfants, et bon, le petit dernier, ça va encore parce qu'il est pas encore dans l'âge ado, mais la grande, c'est un peu compliqué, quoi. Concrètement, sa famille, ouais, elle s'en fout de lui, quoi. Vraiment, il pourrait être là ou pas là, ça change pas grand-chose. Et un jour, il fait un... Comment on appelle ça? Il fait un bilan médical et on lui apprend, dans la continuité de l'histoire, malheureusement, que bah il va mourir dans 3 mois. Voilà. Il a une maladie qui est en stade final. Et limite sa réaction que de sa famille, il est en mode putain, mais jusqu'au bout, t'auras pas réussi à faire quoi que ce soit de propre dans ta vie, quoi. C'est vraiment ce genre de famille qu'il a autour de lui et ce genre d'entourage. Donc vraiment très toxique et lui, il est en mode mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Enfin, c'est... Voilà. Et il se rend compte vraiment que sa vie, c'est un peu de la daube. Alors, c'est vraiment de la daube. Et que voilà, il y a que son chien à qui il va manquer. Il pense. Et bah en fait, il va commencer un soir à se balader bord d'un canal. Et le truc, c'est que quand il se balade à côté de ce canal, et bah il y a une espèce d'énorme truc qui va lui tomber dessus et il meurt sur le coup. Inuyashiki et son chien, voilà. Les deux vont mourir sur le coup. Sauf que concrètement, ce sont des espèces d'extraterrestres qui sont arrivés, qui sont crachés sans faire exprès avec leur navette, et ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Ils sont en mode oh merde, on a pété le décor, il n'y a pas une mort. Ah si, il y a eu des morts, regarde, il y a eu 2 mecs là, il y a eu deux entités qui sont mortes. Bon bah écoute, on va les reconstruire. Et comme tout avant. Le but c'est qu'ils remettent tout avant, qu'ils partent sans laisser de traces. Donc Inuyashiki et son chien vont littéralement se refaire reconstituer avec une technologie avancée. Et tous les deux vont un petit peu, comment dire, bah vont renaître un peu en mode cyborg. Voilà, faut dire ce qui est, vont renaître en tant que cyborg. Au début, bah il capte pas, hein, le papy, enfin le Inuyashiki il capte pas parce qu'il est en mode bon bah j'ai dû tomber dans les pommes, mon chien m'a réveillé, bon c'est sûrement un problème de la maladie qui doit me fracasser, de toute façon j'ai plus que 3 mois à vivre. Il rentre chez lui, il essaie de prendre une douche,
Enfin, il essaie de boire un coup, et puis là, il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, c'est quand il boit, bah... Il se passe des choses, et puis sans faire exprès, il commence à désarticuler son bras, et tu se rends compte qu'il y a un énorme mécanisme qui commence à sortir de son corps, et il se rend compte rapidement que tout son corps est un espèce de cyborg, et il est devenu littéralement une machine. Voilà. Mais il a toujours ses moyens de penser, il a ses sentiments, son raisonnement, mais il fonctionne complètement différemment. Et il se rend compte aussi que son chien est pareil. Donc ça, c'est assez marrant. Et rapidement, bah, au début, il va vouloir vraiment se mettre de côté. Hein. Il va repasser un examen médical, ils vont dire c'est incroyable, vous avez guéri, on sait pas, on capte pas comment. Et on lui dit il faudrait peut-être passer un scanner. Non, non, pas de scanner, pas de scanner. Ah, vous voyez un peu le délire. Et donc, il va se rendre compte que, bah, en fait, la vie lui a donné un très beau cadeau. Et ce cadeau, il compte bien l'exploiter. Et en fait, bah, vu qu'il a des pouvoirs, autant essayer de faire le bien autour de lui. Donc il va vouloir aller un petit peu sauver la veuve et l'orphelin, et il va un petit peu développer ses pouvoirs, il se rend compte rapidement qu'il a de l'armement en lui, il peut voler, hein, vraiment, il a des espèces de jetpack, il a vraiment une vision accrue, une ouïe accrue, plus aucun problème nulle part, vraiment c'est un surhomme, c'est un cyborg, voilà. Donc il va vouloir rapidement aussi commencer à les détruire, bah, les sources du mal à proximité, il se rend compte qu'il y a des yakuza qui font n'importe quoi, qu'il y a un réseau de prostitution qui se met en place, un réseau de drogue, il est en mode, putain, ça pourrait toucher mes enfants, je vais essayer d'aller le démanteler, enfin, tu vois, c'est le genre de choses où tu dis, bah, t'as des pouvoirs, tu peux faire le bien, et comme la police fait rien, bah, du coup, il va le faire à sa place, il va essayer de faire justice lui-même. Et rapidement, bien évidemment, il va se rendre compte, bah, il n'est pas le seul à être mort sur le coup. Il y en a un autre, un jeune, et tous les deux vont un petit peu se livrer une guéguerre avec lui qui est plutôt Inuyashiki, lui il est plutôt en mode je veux juste faire le bien et je veux juste que mon quotidien soit pas taché par les gens se rendent pas compte que j'ai des pouvoirs, je suis juste un petit vieux qui veut pas faire de bruit, tu vois. Et le jeune, lui, qui va du coup a des pouvoirs et commence à avoir une mentalité, qui de base avait une mentalité plutôt un raisonnement plutôt toxique, et va être en mode bah moi le but c'est je veux pas forcément enfin il veut pas forcément faire le mal mais en tout cas il veut refaire la société à son image, tu vois. Et il se rend compte que bah lui il est en mode bah il y a des gens qui sont pourris, des politiciens sont pourris, vas-y on va aller les buter quoi. Donc c'est pour ça que Inuyashiki va s'interposer en disant non tu peux pas faire ça, c'est pas eux le sens du problème, il y a d'autres problèmes à gérer, etc. C'est pas parce que t'as des pouvoirs que tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Et il va se donner il va être un peu en mode moralisateur, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de petite guerre qui va éclater entre les deux, pour essayer de raisonner l'un ou l'autre. Voilà. C'est un titre qui, je trouve, vraiment très très cool. Les premiers tomes sont absolument jouissifs, moi je trouve. L'intrigue est bien ficelée, ça se termine d'une manière propre également. C'est fini en 10 tomes, donc série relativement courte, voilà, enfin plutôt moyenne, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est une série qui a... Ok, comme d'habitude, ça fait partie des séries des Ryoku qui va avoir un petit peu des moments un petit peu de ventre mou, mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne série. Tu te prends des grosses claques graphiques en permanence, ça c'est vraiment un bonheur. Et franchement, c'est... Moi, j'ai de très très bons souvenirs sur la série, quoi. Ça me donne envie de commencer dès ce soir. Bah en vrai, si tu as l'occasion, le premier tome, il est explosif, hein. Il est vraiment cool, le premier tome. Moi, je l'avais beaucoup aimé, hein. Et ça fait partie des séries que je conserverai permanent parce que vraiment, quand tu découvres cet auteur, c'est un kiff, quoi. T'avais déjà lu d'autres séries de Ryoku ou pas, Stream? Si t'as déjà lu Gantz, je pense que ça aura moins d'impact parce que bah tu connaîtras peut-être un peu plus les ficelles de l'auteur. Si t'as pas lu d'autres séries, vraiment, je pense que tu vas te prendre un petit taquet derrière la tête, là, ça va te... Tu vas être refait, à mon avis. Je pense que tu vas être refait. Aussi pour toi? Ah ouais, non, bah là, tu vas kiffer ta vie, je pense. Hein. Surtout, en plus, toi qui a l'air d'être un petit peu bercé dans la SF comme moi. Ouais, tu vas kiffer.
Mais ça va vraiment être très cool pour toi, je pense. Donc voici pour l'Astéro Inuyashiki. Une chronique qui aurait été un peu compliquée à compléter avec la coupure de courant, mais on est là. Et je vais prier que ça tienne jusqu'au bout. Parce que j'ai encore 3 titres dont je souhaite vous parler quand même. Et c'est pour ça que je vais continuer et je vais vous parler d'un one-shot aux éditions Vega Dupuis qui s'appelle Shiizako Garden, qui est l'un des premiers titres à être paru aux éditions Vega Dupuis à la création du label, enfin, à la création de Vega d'ailleurs. C'était même pas Vega Dupuis à l'époque, c'était juste Vega. Et c'est un des premiers titres qui est paru aux éditions Vega. Voilà. Donc, que personnellement, à l'époque, j'avais énormément d'attentes sur les éditions Vega et j'adorais ce qu'ils faisaient tout simplement. Donc, nous sommes en 2019, c'était déjà il y a 6 ans. Putain, c'était déjà il y a 6 ans Vega, bref. ça passe vite. Hein. Nous sommes sur un one-shot composé de plusieurs histoires courtes, de 5 histoires courtes, qui vont toutes se dérouler dans un même environnement familial, que ça, j'ai trouvé ça très très cool. On va suivre un peuple dans un environnement familial qui s'appelle les Shiisako. Nous sommes dans leur jardin. Et les Shiisako sont des petits êtres que vous pouvez comparer un petit peu à des petits elfes, des petites créatures miniatures que l'on peut avoir dans le jardin qui habitent voilà, dans des habitants des fleurs, des choses comme ça. Il y a une nouvelle famille qui va arriver dans la maison, et cette maison comporte un espèce de patio, voilà, un jardin intérieur. Et dans ce jardin intérieur, bah, du coup, il y a les enfants qui vont commencer à se rendre compte qu'il y a des petits êtres qui sont à l'intérieur. Et qu'il y a surtout un petit être qui qui se présente comme un Shiisako. Le truc, c'est que les parents, ils aiment le patio, ils sont en mode, ouais, on s'en fout un peu du patio, du jardin intérieur. On aimerait bien mettre une terrasse, tu vois, parce que bah pour l'été, ça sera plus sympa, et puis bon, on n'a pas envie d'entretenir ce jardin. Ça nous intéresse pas. Le truc, c'est que la petite fille du couple qui a emménagé, elle est intéressée de... Bah, elle aimerait bien garder le lien qu'elle a tissé avec ce petit être, tu vois. Et que bah il lui explique que si elle veut conserver un petit peu le lien qu'ils ont tissé ensemble, bah s'il n'y a plus de jardin, lui, il a plus d'habitat, donc il partira en fait. Il va vraiment partir. Le truc, bah... ça, c'est assez atypique, entre guillemets, dans la légende, c'est que, c'est la seule à le voir. Pourquoi? Parce que les Shiisako peuvent être vus uniquement par les personnes qui ne sont pas amoureux. C'est assez particulier, je vous l'accorde, mais en tout cas, ça marche plutôt bien dans l'histoire. Et dans toutes ces histoires courtes, on va avoir un temps une histoire avec la petite fille, un temps une histoire avec un homme qui se bat dans la forêt, qui va rencontrer un Shiisako, mais qui va tomber amoureux avec sa petite amie, donc au fur et à mesure, il pourra plus voir les Shiisako, des choses comme ça. Et dans l'ensemble, moi je trouve que l'histoire, elle est vraiment bien ficelée, parce que, ok, ce sont 5 histoires courtes, mais il y a quand même une espèce de chronologie temporelle qui se met en place, et ça, tu le vois pas forcément au tout début, et je trouve ça vraiment intéressant. Sur le fait que il y a plusieurs familles qui vont vivre dans cette maison, ou proches de cette maison en tout cas. Et bah forcément, tu vas voir le Shiisako qui lui a vraiment une temporalité complètement différente, et qui va voir plusieurs familles qui vont passer dans sa maison, à côté de son jardin, et qui va un petit peu être l'être sur lequel un petit peu repose la mémoire des lieux, et j'ai trouvé ça vraiment bien ficelé là-dessus. Et franchement, à l'époque, ça faisait une belle surprise. Et j'en garde de très bons restes. Alors pourtant, je l'ai lu il y a quasiment 6 ans. Et j'en ai encore de très beaux restes. Donc pour vous dire à quel point ça m'avait marqué, parce qu'en général, les récits d'histoires courtes me marquent moins. Parce que c'est plus dur, je trouve, à se rappeler. Mais tu te rappelles d'une histoire, de 2 histoires. Là, je me rappelle quand même de 3 histoires quasiment. Sur les 5. Donc ce qui est très bien pour moi, en tout cas. Voilà. J'ai failli verser ma petite larme perso. À l'époque, peut-être. Je m'en souviens pas forcément, pour être fou. Je sais qu'il m'avait ému, ça c'est sûr, mais je me souviens pas avoir versé ma petite larme. Mais franchement, c'était une bonne surprise à l'époque chez Isako Garden. Et si jamais, ça permet un petit peu d'en reparler, parce que c'est une autrice, Yuki Kodama, qu'on a déjà vue en France, et qu'on voit actuellement en France. On l'a déjà vue à l'époque pour King on the Slope,
qui était sorti aux éditions Kazé, donc anciennement Kazé devenu Crunchyroll. La série malheureusement plus disponible, mais en tout cas, ça reste quand même une série qui est assez connue, Kings of the Slope. Et surtout, c'est l'autrice de The Blue Flowers and the Ceramic Forest aux éditions Mangetsu. Voilà. Et je suppose qu'il a un rapport au temps particulier. Oui, bien sûr, lui, il a un rapport au temps particulier, le Shiisako. Et c'est ça qui est très intéressant dans Shiisako Garden, totalement fléau. Et c'est un one-shot. Donc je vous encourage à le découvrir, parce que c'est un one-shot, vous engagez à rien, en fait, tout simplement. Et je trouve ça fait partie des one-shots en série courte. J'en ai pas beaucoup des one-shots en histoire courte dans ma Mangatech. Hein. En général, j'ai un peu de mal à m'attacher, en tout cas, et à que l'histoire vraiment prenne sa place dans ma tête. Et là, il y en a peut-être une dizaine grand max que je pourrais vous citer, et celui-là en fait partie, quoi. Donc, il a réussi à tirer son épingle du jeu, et je trouve que c'était intéressant d'en reparler pour le mettre en avant. Tout simplement. Toujours disponible, bien évidemment, aux éditions Vega Dupuis pour Shiisako Garden, que j'ai trouvé vraiment sympa à l'époque, et que je trouve toujours intéressant. Prochain titre, qui... limite, j'aurais dû le garder en dernier, mais tant pis. Voilà. C'est un titre estival. Oui, bien sûr, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que pour cet été, c'est un titre très totalement adapté à la saison. T'as raison, Stream. T'as totalement raison. Le prochain titre sera moins adapté. Non, en vrai, quoique... Il y aura la chaleur, voilà, on va dire ça comme ça. Prochain titre dont je vais vous parler, changement d'ambiance. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous parler du Couvent des damnés aux éditions Glénat. Série terminée en 6 tomes. J'ai beaucoup de choses à dire à titre personnel sur la série, mais pour l'instant, je vais plus m'attarder sur l'auteur en lui-même qui, malheureusement, hormis cette série-là, on l'a pas eu chez nous sur d'autres séries. Pourtant, il y a des séries qui me donnent vraiment envie de l'auteur, donc je vais pas m'attarder parce que forcément, on les aura pas pour l'instant, mais il y a un titre ou deux qui me donnent vraiment envie. J'aimerais beaucoup les avoir en France. Et je suis surpris parce que Glénat, à l'époque, je trouvais que le Couvent des damnés avait quand même été bien reçu. Voilà. C'était pas là. C'est une bonne série qui a bien fonctionné et qui a été extrêmement bien reçue par la communauté. Je dis vite fait la note Nautiljon, 173 votes, 9,17. Il n'y a pas beaucoup de séries qui peuvent se targuer d'être au-dessus de 9 sur Nautiljon. Voilà. Et tous les tomes sont au-dessus de 9. Voilà, pour vous dire. Et à chaque fois, c'est minimum 50 votes. Donc c'est du très lourd dont je vais vous parler aujourd'hui. En tout cas, avec le Couvent des damnés. Donc, Couvent des damnés, on est dans une période historique très particulière. On est au XVIe siècle. Donc dans la partie Saint-Empire romain, je vous retrace vite fait. Saint-Empire romain, il y avait l'Italie, la France, j'ai envie de dire un petit peu la Suisse, enfin voilà, tous ces pays, en tout cas cette zone-là de l'Europe. Mais le truc, c'est qu'à cette période historique surtout, il y a un truc qui fait des ravages. Salut Mad Games. Il y a vraiment une institution qui fait énormément de ravages, c'est tout simplement la religion. Et la religion fait beaucoup de ravages avec des inquisitions, chasse aux sorcières. On est au XVIe siècle, on fait vraiment partie de cette période où l'inquisition va faire d'énormes massacres de soi-disant sorcières ou autres, hein, ou personnes impies ou choses comme ça. Et il y a vraiment beaucoup d'innocents qui passaient au bûcher. Je vous invite à un petit peu creuser le sujet si ça vous intéresse, mais c'est une période qui est absolument sanglante. Voilà. Une jeune fille va... Donc on va suivre là. On va suivre un couvent en particulier. On l'appelle le couvent des damnés. Pourquoi? C'est tous les enfants des personnes qui ont été mis au bûcher, qui, entre guillemets, sont considérés comme toujours purs. Voilà. Tous les enfants vont être mis au bûcher en mode on va les remettre droit. Voilà, c'est l'endroit où tous les parents sont morts parce qu'ils ont été mis au bûcher ou morts d'autres manières, mais on va pas s'attarder là-dessus, hein, je vous préviens, c'est un titre un petit peu pour le public averti là-dessus. Et on va suivre majoritairement une jeune fille qui s'appelle Ella, qui est une fille de Romanichel. Voilà, qui à l'époque, sa mère avait été condamnée au bûcher parce qu'elle était herboriste. Et oui,
Ça me dit quelque chose, mais jamais testé. Je vous encourage fortement à lire le couvent des données si jamais. Et là, concrètement, sa mère, elle faisait rien de mal. Elle donnait juste des soins à des personnes qui avaient besoin. Ses parents étant des Romanichels, forcément, ils étaient déjà mal vus par la communauté de base. Oh, stream, oh, la outtake. je la dirai pas, mais bon, voilà. La outtake. Un petit peu quand même, j'espère. Mais enfin, bref. Concrètement, on arrive dans ce couvent où il va y avoir beaucoup de miracles, voilà, selon du point de vue de la religion qui vont se mettre en place. Et concrètement, selon les personnes, les jeunes filles majoritairement qui sont dans ce couvent, ça va plutôt être beaucoup de lavage de cerveau, beaucoup de torture physique, mentale qui vont être mises en place. Et dans ce couvent, du coup, je disais, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ella. Ella, le truc, c'est que elle veut juste se venger. Elle est vraiment une quête de vengeance qui est très importante, qui sera vraiment son moteur tout le long de l'histoire, donc le long de ces 6 tomes. Et là, c'est vraiment loin d'être le personnage le plus idiot de l'histoire, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une jeune fille qui est très intelligente, qui va surtout commencer à échafauder un plan pour essayer de se barrer. Mais le truc, c'est qu'elle peut pas se barrer seule. Elle peut faire confiance à quasiment personne, parce qu'il y a absolument tout le monde qui balance tout le monde dans le couvent. Que ça soit les bonnes sœurs, que ça soit les mères supérieures qui sont absolument au courant de tout, mais surtout aussi toutes les aspirantes, hein, on va dire ça comme ça, toutes les jeunes filles qui sont des religieuses en devenir vont absolument toutes être des vipères, vont vouloir toutes s'entre-déchirer pour éviter de passer par la case torture. Donc pour montrer leur bonne foi aux sœurs supérieures, voilà. Salut Barry. Ça va et toi? Non, c'était pas fini, j'ai eu une coupure de courant, mais tout va bien. C'est revenu, je croise les doigts pour que ça tienne pour l'instant. Tout ça, voilà. Bref, vous avez un petit peu les bases de l'histoire. Où vraiment, elle va échafauder un plan sur plusieurs années. Et c'est important de le dire, l'histoire va se passer sur plusieurs années. Où, entre le fait qu'elle va se faire récupérer et se faire choyer par la religion et se faire endoctriner jusqu'au lavage de cerveau, elles vont être droguées, elles vont être torturées mentalement, physiquement, pour qu'elles retournent dans le bon chemin. Et c'est pas la seule, c'est pas que les fortes têtes, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose de commun, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui sera, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et je trouve le personnage de Ella absolument incroyable. Voilà. Qui, jusqu'au bout, tiendra vraiment foi en... Bien sûr qu'il y a des moments où elle va douter, des moments où elle va pencher, mais son but, ça sera de sortir. Attention, je vous dis pas si elle sort ou pas. Ça, vous le verrez par vous-même. Mais vraiment, son but, c'est de ne... Elle a ses convictions, elle croit fort en ses convictions, et elle va surtout essayer de se trouver des alliés. Parce qu'elle se rend compte que toute seule, elle n'y arrivera pas. Sauf que va essayer de trouver des alliés dans un endroit où tout le monde se balance dans tous les sens. Donc ça va être une quête d'essayer de trouver des alliés qui ne sont pas lobotomisés, qui ne sont pas... on va dire qui ont le mental assez fort, voilà. Concrètement, ça va parler de thématiques assez fortes, voilà, comme la torture, le suicide ou des choses comme ça. Donc je vous préviens, c'est vraiment public averti. Moi je le conseille. Bon, c'est du. Glénat dit 14+, moi je dis 16+, parce que bon. Il y a des scènes avec des vierges de fer, quoi. Et si vous savez pas ce que c'est une vierge de fer, c'est l'un des moyens de torture qui a été inventé à l'époque. Qui est une légende d'ailleurs, si jamais. N'a jamais vraiment été utilisé, mais est considéré comme le moyen de torture le plus connu qui a existé, alors que. Si jamais des... Enfin, c'est un peu bizarre, mais... Enfin, c'est pas bizarre. Je trouve ça intéressant. Il y a des musées de la torture qui existent, et ça en fait partie, ça fait partie des fameuses légendes que tout le monde connaît, de la Vierge de Fer, mais qui n'existe pas vraiment, qui n'a jamais été utilisée, quoi. Bref. Tout ça pour dire que... et là, elle va en baver. Elle va vraiment en baver, et... c'est vraiment un titre qui... va montrer que... la religion était vraiment en tort à l'époque. Et d'ailleurs, c'était un petit peu un fait d'actualité. Ça avait été
Je sais plus, mais il y avait eu des excuses publiques en mode on avait fait de la merde, mais il y a à peine 50 ans ou 60 ans, quoi. Sur ça. Sur les inquisitions et les choses comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de assez récent, on va dire. Et franchement, c'est un titre qui est ouf. Moi, c'est un titre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai déjà relu 2 fois, et je relirai une 3e fois et une 4e fois tous les 3-4 ans, tu vois. Ça fait partie de ces titres, il faut les relire de temps en temps pour les garder en tête. Graphiquement, c'est vraiment cool également. Je trouve qu'il y a vraiment une patte de l'auteur. Il a vraiment un dessin qui... Bon, il y a les scènes d'horreur, elles sont censurées, vous inquiétez pas, hein. Mais bon, t'as quand même des scènes assez énervées. Mais dans l'ensemble, c'est... C'est là, quoi. C'est là. Et si jamais, à l'époque, un des moyens de communication de Glénat sur le titre, c'est que ça avait été fortement recommandé par une certaine Hiromu Arakawa, qui est l'autrice de Fullmetal Alchemist. Voilà. Et qui n'avait pas targué d'éloges sur la série, et vraiment avait suivi la série jusqu'au bout. Donc pour vous dire... Enfin, moi, si je vois Hiromu Arakawa qui est en mode « Vas-y, la série est vraiment cool », moi, personnellement, c'est un moyen de commencer une série, tu vois. Ça fait partie de ces autrices quand même que je mets très très haut, que je place très très haut dans mon esprit. Et quand j'avais vu ça, j'étais en mode tiens, raison de plus pour le commencer. Et c'est une des rares fois que Glénat avait fait des bandeaux d'ailleurs, parce que Glénat faisait quasiment jamais de bandeaux. Donc là, c'est une des rares fois où Glénat avait fait un bandeau. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une excellente série, que je vous encourage très très fortement à lire et à découvrir. Et c'est que 6 tomes. Donc voilà. Encore une fois, que ça prouve que les séries courtes / moyennes ont vraiment de belles choses à proposer, et celle-ci en fait partie. De mon point de vue, bien évidemment. Et là, pour une fois, je suis pas tout seul quand je vois le nombre de personnes qui ont voté, très très bien voté pour la série. On va passer à la dernière série, un petit peu plus légère, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais vous parler de Last Pretender, hein, qui est une série terminée en 5 tomes aux éditions Kana, cette fois. Last Pretender, nous sommes sur de la SF. Qu'est-ce que j'ai vu? Un hostie! Nous sommes donc sur de la SF. Barry qui se rappelle qu'il avait une commande. C'est vrai que c'était le seul à avoir fait ta commande ce soir. Nous sommes donc dans un futur relativement lointain. La Terre, enfin concrètement, la conquête spatiale a été mise en place. La Terre est devenue un petit peu on va dire le géant de l'espace, comment dire. Les Terriens sont vraiment la population la plus forte dans tout l'espace. Ils ont conquis une à une les autres planètes, et entre guillemets, toutes les autres planètes sont un petit peu les vassaux. Voilà. Donc il y a différentes planètes du système solaire qui sont mises en avant. Il y a un roi. Enfin, il y a un roi de la Terre, voilà. Un roi de la Terre qui est considéré comme souverain de l'entièreté de l'espace. En tout cas, dans toutes les planètes qu'ils ont conquis au fur et à mesure. Le truc, c'est que dès qu'il y a un couronnement, il y a une espèce de tournoi qui commence à se mettre en place. Parce que dès qu'il y aura un nouveau roi, il y aura forcément une nouvelle reine. Et la reine... il y a une sorte de tournoi qui va se mettre en place pour la reine. Pour savoir... Parce que le roi doit, en tant que terrien puissant, bien évidemment, doit se marier avec la fille la plus puissante de l'univers, d'où le fait qu'il y a un tournoi qui va se mettre en place entre toutes les différentes princesses, entre guillemets, de l'univers, ou toutes les filles les plus puissantes de l'univers. Et là, il y a un nouveau roi qui vient bientôt d'arriver, sauf que c'est un roi qui est très calculateur. Voilà. C'est bien, Fléau, moi je reste sage. Eh. C'est vrai que c'est le seul moment où je vous demande un petit peu d'être un peu plus sage. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres lives pour partir un peu plus en vrille. Donc on va suivre un jeune roi qui s'appelle Chris. Chris, c'est un roi qui vraiment est extrêmement intelligent, extrêmement calculateur, et qui va anticiper énormément de choses. Le truc, c'est qu'il est tellement intelligent qu'il va créer un clone féminin de lui, et en mode, il va faire participer son clone féminin au tournoi, en mode, comme ça je me marie avec elle. Et comme ça, j'en ai rien à faire des autres reines, je me maîtriserai moi-même. L'influence donc de ce clone, c'est mon clone, donc on est tellement intelligent que tous les deux, on va forcément faire quelque chose d'incroyable.
Et les autres reines, elles peuvent bien aller se faire voir, les autres princesses, les autres filles, elles peuvent bien aller se faire voir. C'est forcément moi qui vais gagner, de toute manière. Donc en gros, c'est son clone féminin qui va participer au tournoi, et qui, lui, il a pour objectif de gagner ce tournoi avec elle. Voilà. Ah ouais, le gars se kiffe énormément, ouais. Non mais il a un ego qui est surdimensionné, et je trouve le personnage est absolument incroyable juste pour ça, en fait. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Le truc, c'est que ça, c'est l'idée de base. Sauf que quand elle sort du caisson de clonage, elle a d'autres plans. Parce que elle est aussi intelligente, mais elle a un libre arbitre. Elle a les mêmes idées que lui, mais elle trouve qu'il se trompe sur certains points. Et du coup, elle est en mode... on va pas forcément se mettre ensemble, entre guillemets, je vais pas gagner. Enfin, je vais gagner parce que j'ai un ego surdimensionné. Mais on peut gagner d'une autre manière. On a... Le truc, c'est que je suis pas la seule reine. Autant unifier toutes les reines et récupérer un petit peu et récupérer tous les vassaux, tu vois. Donc le but, ça va être pour elle de faire une espèce de sélection des autres reines et savoir qui mérite de servir le nouveau roi pour avoir plus de puissance diplomatique et politique. Ça, c'est un peu l'idée de base de la série. Pour vous dire, je trouve que la série est en 5 tomes et elle est vraiment bien si jamais. Moi, ça avait été une grosse surprise à l'époque. Et je trouve le pitch vraiment cool. Où c'est pas juste un harem, tu vois. C'est pas un harem. Clairement pas. C'est juste... Il y a un objectif, et le but, ça va être d'asseoir vraiment la puissance de la Terre au maximum de monde possible. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool là-dessus. Et beaucoup de bastons, bien évidemment, vous en doutez un petit peu. On est quand même sur un tournoi où on va avoir des bastons, etc. Et ça marche vraiment bien. Voilà, dans l'ensemble, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est quelque chose, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais les dessinateurs et le scénariste, on les avait déjà eu. Le dessinateur, on l'avait déjà eu en France. Enfin, on l'a encore en France d'ailleurs. On l'a sur une série qui est chez Meian, qui s'appelle The New Gate, voilà, qui est en cours. Je crois qu'il y a 5 tomes en cours, ou un truc comme ça. 6 tomes en cours, pardon, chez Meian. Et le scénariste, on l'a surtout sur Webtoon. C'est un scénariste qui fonctionne plutôt bien, qui a 2 séries qui fonctionnent actuellement sur Webtoon. Donc c'est I Am the Strongest, Transcendent et Saver of Divine Blood, voilà. Qui sont des séries qui sont plutôt ok, qui marchent plutôt bien sur Webtoon. Donc voilà pour vous dire que c'est des personnes qui sont un petit peu rodées. Et à l'époque, quand c'était sorti, Last Pretender en France, ça avait fait son petit bonhomme de chemin, voilà. C'était une série qui avait plutôt été accueillie ok, voilà. Ok bien quand même. Et pour la petite histoire, moi c'est une série que j'avais réussi à obtenir, je vais le front d'occasion. Et je l'avais chopé dans un espèce de... C'est pas un book-off, mais un truc comme ça. 5€ la série. C'était à 1€ le tome. À l'époque où l'occasion pouvait encore se brader très bas en manga. Et j'étais en mode, putain, il a la série complète. Allez, let's go. Je l'avais tenté, je suis en mode, putain, c'est incroyable. La série était trop bien. Et moi, c'est pour ça que c'est une série que je voulais remettre en avant. Elle est toujours disponible si jamais. Elle est facilement trouvable en occasion également, donc je vous encourage à la découvrir. C'est un bon melting pot. Il y a pas mal de vannes aussi. Je trouve que le ton est assez décalé par moments. Et ça marche vraiment bien sur moi là-dessus. Où le personnage, il est tellement un ego surdimensionné qu'il y a des trucs basiques où il va pas se poser la question et elle va être en mode mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, quoi. Et inversement, parce que les deux ont des consciences tellement élevées que le bas peuple ne nous importe pas, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment... Il y a des quiproquos qui vont se mettre en place qui sont vraiment assez fun. Et puis graphiquement, c'est sympa. Moi, j'aime bien, voilà. J'aime beaucoup. Il y a des scènes vraiment de fight vraiment stylées. Et qui se terminent vraiment bien, du coup, aussi. Dans l'ensemble. Donc, voici pour mes lectures récentes. J'ai un petit peu speedé, vous vous doutez bien, vu les conditions. Je comptais pas aller aussi vite, mais j'ai dû accélérer parce que quand je vois la gueule du ciel, je suis en mode comment ça se tient encore. Donc, voici pour mes lectures récentes. Je vous ai parlé de 4 séries. Donc, il y avait l'Astéro Inuyashiki, série terminée en 10 tomes aux éditions Kiun. Il y avait un one-shot qui s'appelle Shisako Garden aux éditions Vega Dupuis. Il y avait Le Couvent des Damnés, série terminée en 6 tomes.
Mystique aux éditions Glénat que je vous recommande chaudement. Par pitié, lisez cette série, elle est incroyable. Et enfin, il y avait Last Pretender aux éditions Kana, série terminée également en 5 tomes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire sur YouTube ou maintenant, tout simplement, s'il y a une série qui vous intéresse, s'il y a une série que vous connaissiez déjà. Stream connaissez déjà Shisako Cardon, par exemple. Mais je suis très curieux d'avoir vos retours, comme d'hab. Merci à vous, YouTube, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, en commentaire, s'il y a une série qui vous intéresse. N'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, à regarder tout ça. Pour ma part, vous retrouvez du contenu d'ici 2 semaines. Il y aura du blabla qui va arriver, choses comme ça pour le mois de juillet-août, parce que c'est un petit peu plus creux, voilà, en termes de sortie. Donc il y aura du blabla sur la chaîne, et puis voilà, tout simplement, passez une bonne journée, bonne soirée. Des bisous YouTube. Ciao.